Muchas gracias, les amigos, et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ciné Libre. Nous continuons notre cycle Spider-Man avec aujourd'hui Spider-Man 3. Mais Hassan, je croyais que tu devais faire un hors-série sur la saga des Rocky. Tu sais, mon petit, je promets beaucoup de choses. Spider-Man 3, sorti en 2007, toujours réalisé par Sam Raimi, avec Tobey Maguire, James Franco, Kristen Dutch, Brucey Dallas Howard, Topher Grace, Thomas Eden Church et J.K. Simmons. Après les événements de Spider-Man 2, Peter Parker commence enfin à trouver un équilibre dans sa vie. Il envisage même d'épouser Mary Jane. Quant à son alter ego, Spider-Man, il est enfin considéré comme le héros qu'il est. Mais comme d'habitude, quelques petits imprévus vont venir gâcher la fête. Harry Osborn, encore plus décidé à se venger, qui en plus est devenu le bouffon junior, et tout comme son père a salement pété les plombs, sans oublier l'arrivée d'un nouveau super-vilain en la personne de l'homme sable, et bien sûr une petite blonde qui vient foutre la merde dans le couple de Peter et Mary Jane. Comme si ça suffisait pas, un symbiote débarque de l'espace à bord de son météore pour transformer Peter en émo gothique. Spider-Man 3 est actuellement le plus gros succès de la franchise Spider-Man au cinéma. Mais très paradoxalement, c'est également le plus détesté. Alors que Spider-Man 2, considéré comme meilleur, a moins bien marché que Spider-Man 3. Tout ça c'est paradoxal. Sam Raimi lui-même dit aujourd'hui regretter avoir fait ce film. Et bien sûr, nombreux sont les youtubeurs à qualifier ce film de navet ou de nanar qui a mal vieilli. Bref, une merde quoi. Bien entendu, je ne partage pas cet avis, car Spider-Man 3 est aussi bien décrit et réalisé que les deux films précédents, même si celui-ci possède beaucoup d'erreurs. Pour bien comprendre le problème, il faut voir dans quelles conditions est sorti Spider-Man 3. Comme je vous l'ai raconté lors des précédentes vidéos, les Spider-Man de Sam Raimi font partie des pionniers des adaptations de comics au cinéma. Leur succès a lancé une véritable vague de super-héros sur grand écran. Bon, malheureusement, c'était généralement des films de merde faits par des producteurs avides de pognon et des réalisateurs yes-man qui ne cherchaient même pas à comprendre le comics. Le pire, c'est que ça n'a pas tellement changé de nos jours. Mais le début des années 2000, c'était vraiment une sale période. Même les fins de trilogie X-Men et Blade, les deux autres valeurs sûres de cette époque, ont fini par tomber dans les catacombes de la médiocrité. Et malheureusement, Spider-Man 3 n'y a pas échappé. Voilà où est tout le problème. Quand Spider-Man 3 est sorti, les films de super-héros ont considérablement évolué, ou plutôt dégénéré. Ce qui fait que Spider-Man 3 est beaucoup moins axé psychologique, comme les deux épisodes précédents, mais plus axé blockbuster divertissement, ce qui ne serait pas vraiment un problème en soi. Mais la raison à ça est que vu la popularité des super-héros à cette époque, les producteurs n'allaient plus donner carte blanche à Sam Raimi et lui ont imposé des trucs qu'il ne voulait pas pour faire du fan service et ainsi faire des entrées et ainsi faire du fric. Dieu merci, de nos jours, on a des réalisateurs qui font ça par eux-mêmes. Mais heureusement, Sam Raimi est un génie, et malgré tous ses problèmes, il a réussi à nous faire un épisode 3 tout à fait sympathique. Spider-Man 3 n'est pas un mauvais film, loin de là même. Mais il faut avouer que ce film a malgré tout beaucoup de défauts, et on ne peut pas passer à côté. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, le personnage de Peter Parker, Spider-Man,
a considérablement évolué. Fini le temps où New York avait peur de lui. Bien au contraire. Il est maintenant une véritable célébrité locale. On va même lui remettre les clés de la ville. Spider-Man a enfin de la considération pour ses actions héroïques. Et vous savez quoi? C'est une bonne idée. C'est même la seule évolution logique du personnage. Dans les deux précédents films, surtout le 2, on voyait Spider-Man comme un paria. Il avait bon sauver le monde, les citoyens le voyaient toujours comme un criminel. Plus tard dans Spider-Man 2, quand celui-ci a perdu ses pouvoirs et que donc il a été absent, les New-Yorkais ont compris que ses actions n'étaient pas si inutiles que ça. Donc il est logique que dans Spider-Man 3, on le voit enfin comme le héros qu'il est. Ce qui a pour effet que Peter Parker prend vachement la grosse tête. C'est également une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. Après tout ce temps, il est enfin récompensé pour ses actions de Spider-Man. Donc il est normal que notre ami devienne quelque peu prétentieux. Et je te vois venir, Mr. Mea. Le fait qu'il soit prétentieux dans ce film en fait pas un mauvais personnage pour autant. Ça serait le cas si ça serait définitif. Mais encore une fois, c'est fait dans le but de faire évoluer le personnage. À la fin, il gagne en maturité et prend conscience de ses erreurs. Cela est d'ailleurs accentué par l'utilisation du costume noir. Mais nous y reviendrons plus tard. Autre personnage à avoir considérablement évolué, c'est Harry Osborn. Après que celui-ci ait appris que Peter Parker était Spider-Man, il est devenu le nouveau bouffon vert et bien décidé à venger son père. Il usera de ruses et stratagèmes bien dégueulasses pour arriver à ses fins. Et ça c'est vraiment cool, car l'amitié entre Peter et Harry Osborn se transforme ici en véritable guerre fratricide. Pour moi, c'est dans Spider-Man 3 que le personnage d'Harry Osborn est le plus intéressant. Dommage que ça soit relégué au second plan, voire au troisième plan, et que toute cette situation soit réglée par le majordome qui n'était qu'un figurant jusque-là. Monsieur, Peter n'a pas tué votre père. Il s'est tué lui-même. Tu pouvais pas me dire ça avant que je me fasse cramer la gueule. Malgré tout ça, difficile de ne pas être ému par le destin tragique de ce personnage qui a été entraîné par la folie de son propre père. C'est pareil pour l'homme sable, le personnage est super intéressant. Le fait qu'il n'a rien de vraiment cruel ou fou comparé aux autres méchants de la trilogie, lui, vous voyez, il fait ça pour sauver sa fille qui est malade. Bon, peut-être que nous dire qu'il est le véritable assassin de Oncle Ben, c'était un peu trop. Moi-même, au début, je trouvais que ça gâchait tout ce qui était fait dans Spider-Man 1. Mais tout bien réfléchi, ce n'est pas si mal utilisé. Et puis, visuellement, le personnage est super réussi. De tous les méchants de la trilogie, c'est celui qui ressemble le plus à sa version comics. Et comment ne pas être ému par cet homme qui est devenu un monstre malgré lui? C'est magnifiquement représenté par cette très belle scène de sa transformation. Regardez-moi ça, on dirait de Burton ou je sais pas moi. Donc, tout comme Harry Osborn, tout ce qu'on peut réellement reprocher à l'homme sable, c'est de ne pas être assez développé. Il y a pourtant un personnage qui est raté. Et pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas Gwen Stacy. Et non, ce n'est pas non plus son père. Car Sam Raimi, de toute façon, n'avait pas envie de parler du destin tragique de Stacy. Le fait que Gwen arrive après Mary Jane, c'est pas un drame contrairement à ce que disent les fanboys de Amazing. Gwen a un peu le rôle de la tentation. C'est la jolie blonde qui vient mettre la merde dans le couple Peter et MJ. Pour le coup, cette Gwen Stacy correspond à sa version ultimate et franchement, c'est pas comme si la Gwen Stacy de Amazing Spider-Man était plus réussie. Donc pas la peine de faire un plat sur ces personnages.
c'est juste une petite référence, rien d'autre. Non, le personnage que je trouve raté, et c'est dommage car il tenait la route jusqu'à maintenant, c'est quand même Mary Jane Watson. En fait, c'est pas le personnage en soi qui reste logique, c'est plutôt la romance qui est redondante avec Spider-Man 2. Surtout le fait qu'ils se séparent encore une fois, bon après le fait que Mary Jane soit jalouse de Gwen Stacy, tout ça je veux bien. Cette romance reste toujours plus passionnante que dans Amazing Spider-Man 2, faut pas déconner. Donc la romance dans Spider-Man 3, c'est pas aussi bien que dans les deux autres, mais là aussi, il n'y a rien de vraiment problématique. Alors là, vous allez me dire, l'autre chaman, alors qu'est-ce qui cloche dans ce Spider-Man 3? Eh ben, je vais vous dire. Ce qui cloche dans ce Spider-Man 3 et qui réussit à lui seul à gâcher tout le film, c'est lui. Eh oui, Sam Raimi a complètement foiré Venom. Et on a fait le méchant le plus raté de la trilogie. Et comme c'est l'un des ennemis les plus populaires de Spider-Man, les fans ont eu beaucoup de rancœur envers notre cher Sam Raimi. Ça doit être pour ça d'ailleurs qu'ils se sont jetés dans les bras sales et poilus de Sony avec leur Amazing Spider-Man. Mais comment Sam Raimi, qui jusqu'à maintenant avait parfaitement rendu hommage au méchant de Spider-Man, a-t-il pu autant rater le pire ennemi de l'homme araignée? Ben, c'est tout simplement que Sam Raimi, au départ, ne voulait pas de Venom. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand Spider-Man 3 est sorti, les films de super-héros cartonnaient, particulièrement les films Spider-Man qui étaient le grand patron. Donc les producteurs, vous savez, les mêmes producteurs de génie qui ont créé les Amazing Spider-Man, n'allaient plus laisser Sam Raimi faire comme il voulait, et ils lui ont imposé Venom afin de faire du fan service, pour faire le maximum d'entrées et faire le maximum de fric. Bon, après c'est plutôt normal de la part d'un producteur de sacrifier la qualité pour le profit. Seulement le problème, c'est que Sam Raimi ne voulait pas de Venom, parce qu'il ne l'aime pas, tout simplement. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Spider-Man 1, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi est particulièrement inspirée des tout premiers comics de Spider-Man, ceux des années 70, ceux qu'il a connus quand il était enfant. Et ça se voit dans sa palette de méchants. Le bouffon vert, le docteur Octopus, l'homme sable, que des vieux de la vieille. Venom, lui, c'est plus un méchant des années 80-90. Vous comprenez, le délire symbiote extraterrestre, ça ne l'intéresse pas. Arrête un peu, Sam Raimi l'a complètement raté Venom dans le film. Pas voulu, certes, mais raté. La question c'est, est-il réellement raté? Ben, oui et non. D'un côté raté parce qu'il gâche à lui seul tout le film. C'est bête parce que Harry Osborn et l'Homme Sable sont vraiment excellents. Mais mettre un troisième méchant dans le film casse complètement le rythme. En plus, Sam Raimi a voulu rester fidèle aux comics et raconter en commençant du début, où Peter Parker portait le fameux costume noir. Ce qui fait que, mine de rien, l'histoire de Venom englobe tout le film, d'où le manque de développement des autres méchants et des autres personnages, qui sont pourtant plus réussis. Le pire, c'est Eddie Brock, qu'on voit à peine 3 fois dans le film, contrairement à sa version comics où il est très présent. C'est pareil pour Venom, qu'on ne voit que dans le dernier quart d'heure du film. Pour moi, il aurait fallu séparer Spider-Man 3 en 2 parties. La première où Peter porte le costume noir et affronte l'Homme Sable et le Bouffon Junior, pourquoi pas. Puis une deuxième où il affronte Venom en solo. Mais bon, Sam Raimi n'aime pas Venom, alors je doute qu'il aurait fait 2 films avec lui. Mais malgré tout, je trouve que Venom ne manque pas de qualité. Déjà, visuellement,
je le trouve pas si raté que ça. Les gens se plaignent qu'il est trop maigre. En réalité, il est un peu plus baraqué que Spider-Man. Après, c'est sûr qu'il ne l'est pas autant que sa version comics, mais mine de rien, ce Venom arrive à en imposer. Je rappelle que Sam Raimi est un maître du film d'horreur. Et il n'hésite pas à en utiliser les codes pour ses super vilains. Que ce soit le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, et Venom n'échappe pas à la règle. Avec sa manière de se dissimuler et son rugissement d'alien, Venom réussit toute une atmosphère autour de lui. Et c'est accentué par le thème musical, parce qu'il faut savoir que contrairement aux deux premiers films, le thème musical des méchants n'a pas été composé par Danny Elfman. On pourrait croire que ça soit non compatible, et pourtant ça marche plutôt bien, car du coup le thème des méchants, surtout celui de Venom, détonne complètement des autres musiques du film. Tout ça, plus le design du costume noir, fait que Venom nous est vraiment présenté comme le double maléfique de Spider-Man. Ce côté du personnage y est encore plus présent que dans le comics, et franchement, c'est pas mal. C'est pareil pour son alter ego, Eddie Brock, qui nous est présenté comme un Peter Parker inversé. Peter est timide et réservé, Brooke est frimeur et sûr de lui. Peter est honnête et travaille dur pour réussir. Brooke n'hésite pas à tricher pour arriver à ses fins. Je trouve que Sam Raimi a vraiment fait des efforts pour comprendre et rendre hommage à un personnage qu'il ne voulait pas au départ. C'est pareil quand Peter Parker porte le costume noir. Si on oublie la scène de danse dans le bar qui est vraiment anecdotique, la partie costume noir est assez bien traitée. C'est Peter Parker qui doit lutter contre ses propres démons, comme dans le comics. Je l'ai dit dans la première vidéo, Spider-Man c'est un peu une métaphore de l'adolescence à travers le super-héros. Et ce Spider-Man 3 continue dans cette logique, car Peter Parker passe de l'adolescence à l'âge adulte. Il envisage même d'épouser MJ. Donc ce costume noir, c'est la dernière épreuve pour devenir un adulte responsable. Le fait qu'il pardonne à l'homme sable à la fin du film montre qu'il est maintenant un homme accompli. Spider-Man 3 est le film Spider-Man le plus détesté. Pourtant celui-ci ne manque pas de qualité. La réalisation est toujours impeccable, et que dire des scènes d'action. Rien que le premier combat du film où Peter Parker se fight Harry Osborn est plus impressionnant que tous les combats de The Amazing Spider-Man 1 et 2 réunis. Et l'affrontement final est l'un des plus impressionnants qu'on peut voir dans le genre super-héros. Et pour ceux qui se demandent, oui, il est bien mieux réalisé et chorégraphié que Man of Steel ou une autre bouse de Zack Snyder. Spider-Man 3 a beaucoup de défauts, mais ce n'est sûrement pas un mauvais film. En tout cas, il reste meilleur que les Amazing Spider-Man. Et les youtubeurs qui critiquent ce film oublient bien souvent que c'est la trilogie Spider-Man de Sam Raimi qui a popularisé le genre super-héros au cinéma. Si aujourd'hui on a 3 ou 4 films de super-héros par an, c'est en partie grâce à Sam Raimi. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier, ça. Alors, un peu de respect. Son pseudo, Mr. Mea et le troisième, là, oui, Cinedelvis. Car même les horribles Amazing Spider-Man, que pourtant vous adorez, n'auraient jamais vu le jour sans les Spider-Man de Sam Raimi. Réfléchissez bien à ça. Mais nous parlerons de ces horribles films une prochaine fois. C'était Luchaman. Salut.